Au nom du Festival Mode et Design, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à cette première soirée justement des FMD Rencontres. Mon nom est Lolita Dandois, je suis journaliste mode et cette année, j'ai le plaisir de faire partie de la brigade FMD et je suis donc ambassadrice du volet mode, ce qui me donne l'occasion de pouvoir vous présenter la belle conférence qu'on va pouvoir écouter dans quelques minutes. Donc, je veux vous présenter ceux qui vont venir sur scène dans quelques instants. Je commence par l'animateur Stéphane Leduc, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste, qui est directeur de l'école de communication Promédia et qui, depuis les débuts de ces FMD Rencontres, en est le commissaire. Son deuxième invité ce soir est nul autre que François Demachy, qui est le nez de la maison Dior depuis 2006. Ce soir, il va nous parler du monde fascinant des parfums et de son processus de création. Avant de les accueillir, je veux vous faire remarquer que les 20 premières minutes de cette conférence vont être diffusées en direct grâce à Helicom, qui est le partenaire de captation officiel des FMD Rencontres. Je veux aussi vous dire que si vous prenez des images ou des petites vidéos de la soirée, n'hésitez pas à les partager avec le hashtag, le mot-clic FMDMTL. Donc, maintenant que vous connaissez toutes les petites infos pratiques, je vous demande d'accueillir chaleureusement à nouveau Stéphane Leduc et son invité François Demachy. Merci Lolita. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux conférences du Festival Mode et Design. Bienvenue François Demachy à Montréal. Et merci d'avoir tenu parole parce que je vous ai demandé de venir à Montréal il y a 1 an exactement. Il se passe beaucoup de choses en 1 an. Ça a été une année assez chargée pour vous. Je suis très heureux que vous ayez accepté déjà, mais surtout d'avoir confirmé d'être présent ce soir. Ce n'était pas la première visite à Montréal, par contre. Non. Je crois que vous en gardiez un très bon souvenir. Oui, c'est pour ça que je suis revenu. Non, mais c'est pas... Bon, hormis le fait que ça soit un peu loin pour nous, mais c'est tout. Sinon, c'est toujours avec plaisir et un brin aussi de nostalgie à vous entendre. Voilà. Vous savez que vous avez une autre amie québécoise, et ça, je vous réservais une surprise. Elle n'est pas dans la salle, en fait, malheureusement. Il s'agit de Charlotte Lebon, actrice québécoise qui fait une très belle carrière et que vous avez beaucoup aimée. Et j'ai cette petite vidéo où on la découvre un peu parce qu'elle a un lien maintenant avec la maison Dior. Premier souvenir de parfum, c'est l'huile de Monoï que ma mère mettait, que j'adore encore aujourd'hui. Le crayon bois, c'est probablement la première chose que j'ai utilisée quand j'étais petite, quand j'ai commencé à dessiner. Ça sent le bois et le gras du pigment. Ça va vous paraître vraiment très étrange. Quand on éternue, il y a une odeur que j'aime. Alors peut-être que j'aime mes fluides corporels, j'ai absolument aucune idée. L'odeur de l'espace, ça j'adorerais. Je me demande si l'espace a une odeur. Je sais pas, ça doit être vraiment particulier. Ça doit sentir le métal un peu. Je suis très exclusive pendant environ, je dirais, habituellement, mes relations avec les parfums, ça dure 3 ans. Plutôt fleuri. Je suis plutôt fleur blanche, qui fait penser à l'été. Nuage. Balade. Je suis Thé Cachemire. Charmante Charlotte, que vous avez trouvée fort sympathique, je crois. Oui. Non seulement elle était sympathique, mais elle était aussi très intéressée. Elle est très intéressée par le parfum, l'évocation des parfums. D'ailleurs, elle le dit dans ce reportage. Et on a partagé un bon moment ensemble. En plus, on était côte à côte, donc nous en avons bien profité. En tout cas, j'en ai bien profité. Oui. Elle dit qu'elle aime bien Thé Cachemire. Vous pouvez nous décrire ce parfum, Thé Cachemire? Thé Cachemire, alors ça fait partie de la collection, de la maison. C'est une note de thé, d'abord. La note de thé a été introduite dans la parfumerie il y a une vingtaine d'années avec le thé vert de Bulgarie. Et finalement, ça a eu pas mal de succès parce que c'est une note relativement délicate, pas très forte, mais très tenace
est très, très constante. Et bien évidemment, j'allais dire, on aménage cette note de thé avec d'autres ingrédients, notamment, en tout cas dans celui-ci, notamment des notes florales, parce que Dior, c'est essentiellement les fleurs, et aussi pas mal de musc en fond. C'est pour ça qu'on l'a appelé cachemire, parce que les muscs en parfumerie donnent un côté à la fois confortable et presque un peu soyeux, comme ça. On dit que le parfum est le reflet de la personnalité. Est-ce qu'il reflète bien la personnalité de Charlotte Lebon, selon vous, ce thé cachemire? Oui, bien que je la trouvais... enfin, je trouvais que c'était pas assez pétillant, parce que... C'est ce que je croyais. C'est une personnalité active, on va dire. Oui, ben d'après justement, quand j'entendais la description du parfum, je me dis, il me semble qu'elle a ce côté plus rieur et une énergie. Oui, moins sage. Lequel elle devrait porter, alors on pourra lui envoyer le message, parce qu'elle aurait beaucoup aimé être là ce soir. Je pense que c'est pas encore fait. Ah, très bien. Une prochaine collaboration. Parce que c'est vrai que pour chaque parfum, on a besoin d'inspiration et une muse en est la plus belle illustration. Vous êtes un enfant de la région de Grasse, qui est cette magnifique région du sud de la France et qui est très importante pour les parfums. Et avant d'en parler, je voulais qu'on regarde ce qu'on pourrait dire votre très belle maison dont vous faites partie maintenant. Et là, vous allez faire des jaloux si les gens pensent que c'est votre maison. Et on va regarder. Très belle maison. Alors il y a deux. Oui, il y a deux lieux en fait. Oui. Il y a deux lieux. D'abord, ce n'est pas ma maison, c'est pire que ça, c'est l'endroit où je travaille. Donc c'est relativement agréable et c'est un endroit que l'on partage avec Jacques Cavalier, qui est le parfumeur de Louis Vuitton et qui est un ami depuis très longtemps, puisque c'est son père qui m'a appris la parfumerie. Donc on se connaît depuis très très longtemps et on s'entend très bien. Et c'est pour ça qu'on partage ce lieu. Et c'est une bâtisse où on est 5, quoi. C'est-à-dire il y a 5 personnes là-dedans. Donc c'est plutôt qui est devenu agréable. Votre laboratoire, en fait. C'est le laboratoire j'ai 2 laboratoires. Un laboratoire qui est sur Paris et un laboratoire qui est donc aux Fontaines Parfumées. C'est le nom de cette maison. C'est une ancienne usine de parfum qui a été reconstruite en partie parce qu'elle était en ruine. Et on a fait surtout autour un jardin où on a pas loin de 300 espèces végétales, la plupart endémiques, odorantes, parce que l'idée c'est la maison du parfumeur où vous reçoivent les parfumeurs, Jacques et moi. Et en plus, le jardin, on se promène pour l'inspiration, c'est-à-dire qu'on marche sur les menthes. On a 20 espèces différentes de menthes et toutes les notes aromatiques. Il y a du jasmin, de Grasse, et donc il y a la rose de Grasse, etc. L'autre, c'était donc la colle noire. Et juste une petite chose, c'est que la colle noire, ça s'appelle la colle noire parce que en provençal, la colle, c'est la colline.
on prononce pas toutes les syllabes parce que c'est fatigant et qu'on est vite fatigué. Non? On a le même problème au Québec. Oui. Donc on dit la colle, ça suffit. Et noire parce que elle était plantée il y en a encore maintenant, elle était plantée de chêne liège. Et quand on regarde le paysage un peu de loin, le chêne liège est noir ou vert très foncé par rapport au reste de la végétation. D'où le nom qui paraît peut-être étrange, d'où le nom de la colle noire. Et ce château de la Colle Noire, pour les gens qui n'étaient pas à la conférence précédente, était la maison que Christian Dior a achetée. C'était la dernière maison de M. Dior. Et c'était là où il voulait se retirer, d'ailleurs. Vous avez vécu votre enfance donc, dans cette région magnifique de Grasse. Quels souvenirs vous gardez de cette enfance dans ce lieu qu'on considère en fait souvent, qu'on appelle le berceau des parfums, du parfum? Oui, le berceau de la parfumerie, j'allais dire moderne. Oh, des souvenirs olfactifs, j'en ai beaucoup parce que, si vous voulez, c'est une ville actuellement avec une mono-industrie, donc la parfumerie. Et il y avait, à mon époque, si j'ose dire, il y avait plus d'une vingtaine d'usines de parfums. Maintenant, il n'y en a plus que 4 importantes et qui sont, pour des questions de sécurité, établies à l'extérieur de la ville, mais à cette époque, c'était vraiment dans la ville. Donc, c'était une ville qui était tout le temps baignée d'odeurs, que ce soit les camions qui apportaient les éléments, qui descendaient la lavande de la montagne, parce que la lavande ne pousse pas en dessous de 800 mètres. C'est du lavandin en dessous de 800 mètres. Donc, les camions amenaient la lavande, les champs de jasmin qu'on traversait le matin tôt, et toutes ces odeurs. Et en plus, les arômes alimentaires commençaient. Certaines usines faisaient à la fois des parfums et des matières premières, et aussi des arômes alimentaires. Et c'était donc des odeurs de café. C'était intéressant, quoi. Loin de vous l'idée de devenir parfumeur, par contre. C'était pas une option que vous avez envisagée pendant cette période, et personne de la famille, du moins votre père, n'était pas du tout dans le domaine du parfum. Non. Mon père était pharmacien, donc j'étais destiné à une profession paramédicale, médicale si je travaillais bien. Mais ceci dit, il avait fait une eau de Cologne quand même, une eau de Cologne et une huile à bronzer qu'il faisait dans le laboratoire, où il me faisait travailler l'été, parce qu'il ne voulait pas me voir traîner. Donc voilà, quoi. À quel moment s'est fait ce contact ou cette étincelle, je dirais, qu'il y avait une possibilité de faire ce métier? Oh, ça s'est fait un peu par chance ou par sort, parce que c'était une époque où on refusait toutes sortes d'autorités, donc c'était fin des années 60, début 70, fin des années 60, pour être honnête, et on refusait toutes sortes d'autorités, donc j'avais décidé de me débrouiller tout seul, et j'avais commencé à faire école dentaire. À cette époque, c'était encore une école, c'était pas une faculté, et donc c'était payant. Et pour pouvoir payer l'école, je travaillais dans une usine de parfum. Et puis, bien évidemment, ayant brillamment échoué à toutes les tentatives, je suis resté dans la parfumerie. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Mais pas contraint, quand même, parce que petit à petit, ça m'a quand même. C'est devenu une passion. Est-ce que c'est un métier qui nous fascine quand on n'est pas de ce milieu et qu'on l'observe de l'extérieur pour plusieurs raisons? Parce que pour nous, il est très abstrait. On ne voit pas le parfum en tant que tel. Et pour un peu paraphraser l'idée, est-ce qu'on est parfumeur ou on le devient? Un peu comme Simone de Beauvoir qui disait pour les femmes, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous avez cette idée qu'on l'a déjà en soi? Non, je pense qu'on le devient. On a chacun un sens olfactif extrêmement développé. Le problème, c'est qu'on ne s'en sert plus parce que dans la vie moderne, on n'en a plus besoin pour vivre, alors qu'aux origines, c'était vital. Il ne faut pas oublier que nous sommes des mammifères et que le sens olfactif nous guide.
Il y a encore toujours de vieilles expressions françaises. Quand on n'aime pas quelqu'un, on dit qu'on ne peut pas le sentir et tout. Mais c'est pas dénué de fondement, hein, c'est réel. Et puis, moi, la seule différence, c'est que je suis plus entraîné, c'est tout. Des gens qui sentent extrêmement bien, qui ont peut-être comme ceux qui ont l'oreille absolue, il y en a peut-être, je ne sais pas, 0,01%, hein, et encore. Mais sinon, la plupart des parfumeurs, en tout cas tous les parfumeurs que je peux connaître, parce que c'est quand même une petite famille, on n'est pas très nombreux, sont des gens qui ont appris le métier et qui sont entraînés, quoi. Donc chacun peut le faire, je précise. Donc on entraîne la mémoire olfactive parce que dans votre laboratoire, il y a 700 produits environ que vous devez connaître. Il y a 700 produits enregistrés, c'est-à-dire qui font partie de notre catalogue qu'on est susceptible de retrouver dans les parfums. Mais dans le laboratoire, il y a un peu plus de 2000 différents échantillons. Et vous en connaissez combien de mémoire? Théoriquement, je dois connaître les 700. Je suis susceptible de les connaître et de les reconnaître, mais par réflexe. Mais il faut savoir que la mémoire olfactive dérive, même si c'est une mémoire relativement fiable, elle dérive. Donc tout le temps, il faut se remettre à niveau, donc il faut sentir tout le temps, même les produits que l'on pense connaître. Il y a des produits avec lesquels on a des affinités et que l'on sent presque par réflexe, mais c'est là où le danger guette, c'est-à-dire qu'on croit savoir. Le pire, c'est ça, c'est croire savoir une odeur, alors qu'on découvre toujours même des odeurs, des produits que l'on connaît bien, qui sont classiques, etc. On trouve toujours une petite nuance différente, parce que non seulement le produit évolue, mais nous aussi on évolue. Qu'est-ce que ça prend selon vous alors pour être un bon parfumeur? Parce qu'il n'y a pas seulement la question de la mémoire. Je pense que c'est d'abord la curiosité, parce que il faut s'intéresser, j'allais dire, à tout, parce qu'on peut trouver l'inspiration pour des parfums dans tout, dans les relations, dans les échanges, dans la cuisine, dans le voyage. Beaucoup dans la cuisine. La cuisine est un grand révélateur des habitudes des gens et puis dans les associations intéressantes. C'est ça, je pense que le premier critère, c'est la curiosité. Le deuxième, je dirais, le doute. Parce que dès qu'on croit savoir, on est mort. Et il faut toujours être sur la réserve, comme ça. Sur les qui-vive. Et sur le qui-vive. Et puis, bon, après, ça se cultive. Hein, la mémoire, ça s'apprend. Est-ce qu'il n'y a pas un côté visionnaire, c'est-à-dire de rechercher ce qui n'a pas été fait et de se dire, c'est le moment de le faire. On est rendu à ce moment-là dans notre époque ou notre génération. Oui, il y a bien évidemment un côté recherche, mais pour ça on travaille entre les différents projets sur lesquels on travaille, on s'amuse toujours à faire des accords que l'on a notés au cours de la journée ou dans des voyages ou même la nuit des fois. Tiens, si j'essayais ça avec ça, enfin, voilà. En fait. Non, mais vous avez raison de dire quand on est sur le qui-vive, il faut essayer d'être toujours en deçà du désir, quoi. Voilà. En 2006, vous arrivez dans cette belle maison qui est Dior. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous? Parce que c'est une maison associée au parfum depuis ses origines, qui a un côté mythique. Mais pour vous, en tant que parfumeur, qu'est-ce qu'elle représentait? Qu'est-ce qu'elle signifiait? C'est une maison qui était... Alors, il faut savoir que je travaillais dans une autre maison célèbre, pendant très longtemps. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était le challenge, c'est-à-dire de travailler pour une maison qui correspondait pas techniquement, à mon sens,
à ce que devait être une grande maison de parfum. C'est-à-dire qu'il lui manquait un peu, c'est pour ça que j'avais dit à M. Arnaud le parallèle, je lui ai dit que c'était comme dans un grand restaurant et où il manquait la cuisine, donc il manquait ça, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est la cuisine, hein, c'est-à-dire un laboratoire, et voilà, quoi. Ce qui me fait sourire, c'est que ça semble très simple à vous entendre. On fait la cuisine avec de bons produits et on a gagné. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit que ça, c'est parce que Stéphane fait référence à une conversation qu'on a eue à midi. C'est que faire de la cuisine avec des bons ingrédients, c'était déjà 50% du plat qui est réalisé. Et pour les parfums, c'est la même chose, quoi. Une chose par contre importante en vous associant avec cette maison, c'est qu'il y avait des parfumeurs qui vous impressionnaient, que vous admirez en fait, qui est Edmond Roudoutika, qui a créé Eau Sauvage entre autres, qui a créé parmi les grands parfums de cette maison. Et pourquoi cette admiration pour Edmond Roudoutika? Qu'est-ce qu'il représente en tant que créateur de parfums? D'abord, c'est un Grassois d'adoption, mais c'est quand même un Grassois, et qui a saisi l'âme des parfums grassois, je vais dire, ou du parfum à Grasse, son amour sur les matières premières, et puis aussi, ça a été le premier parfumeur à intellectualiser son travail, quoi. Et pour nous, c'était une référence, non seulement parce qu'il a fait des grands parfums. Alors on disait tout à l'heure, Vincent disait tout à l'heure qu'un de ses plus grands, c'était L'Eau Sauvage, mais il en avait fait aussi quand même pas mal d'autres, dont le Femme, qui est pour nous parfumeurs aussi une référence parmi les classiques. Moustache, qui est une référence aussi dans les masculins. Donc on sentait qu'il avait ce savoir-faire sur les matières premières naturelles. Et il faut savoir que le début de sa carrière a été quand même très difficile. Donc il en a bavé longtemps. Donc il a vraiment trimé dans la cale, hein, si j'ose dire. Et pour pouvoir... et tout ça, il a acquis, et puis il a ressorti quelques années après en faisant de nombreux succès, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un style Dior pour les parfums, comme il en existe un pour le créateur en tant que tel, qui est identifiable, qui définit l'ensemble ou l'univers de la maison? Un style pour les parfums. Alors, c'est peut-être pas à moi d'en parler, du style que l'on peut inculquer. Moi, j'essaie d'appliquer les règles que M. Dior appliquait à sa couture. C'est-à-dire, il y a une phrase qui est toujours là, où il disait qu'il fallait que l'envers soit aussi beau que l'endroit. Donc, j'essaie de trouver des ingrédients de qualité, de faire attention à toute cette élaboration, quoi. Alors, bien sûr, il y a, je crois, une sorte de continuité dans tous les parfums, grâce à la qualité des ingrédients qu'on emploie. Ça, d'ailleurs, c'est un enseignement grassois. Parce qu'à Grasse, on étudie beaucoup les matières premières naturelles. Et puis le reste, moi, ce qui m'a fasciné dans les parfums Dior, c'est cette espèce de diversité et de foisonnement dans ces parfums. Il n'y a pas une note reconnaissable, systématique, comme une petite musique de fond que l'on retrouve dans chaque parfum. Ça peut être, ils peuvent être très différents les uns des autres. Si vous comparez Miss Dior à Poison, il n'y a aucun point commun. Bien sûr, il y a des matières premières communes, mais comme dans des morceaux de musique, il y a des notes communes. Mais c'est cette espèce de diversité, de foisonnement, de richesse, presque parfois excessive, qui peut aller jusqu'au gaspillage, c'est-à-dire de temps, parce que pour élaborer, on va dans toutes les directions, on fait beaucoup de choses, mais il y a une richesse et il y a une volonté et
j'allais dire, une jeunesse où on s'éparpille un peu peut-être. Mais c'est ça, quoi. C'est un moteur de recherche, ça. Et quand on arrive dans une maison comme celle-là, qu'est-ce qu'on a envie de créer quand il y a une si grande histoire, de grands parfums qui ont marqué des décennies? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, je voulais faire la cuisine, c'est-à-dire plutôt que de faire les parfums à l'extérieur, que ça soit comme à l'époque chez Edmond Roudinska, mais il n'y a plus de Roudinska maintenant. Donc il fallait créer, il fallait remettre l'église au milieu du village. Donc c'était ça. Et puis, Mais est-ce qu'on vous donne, est-ce que M. Arnaud vous donne une carte blanche ou qu'est-ce qu'il vous a dit une fois qu'il vous a dit, allez, faites votre cuisine? Et à partir de ça, est-ce qu'il y a une pression ou il y a une grande liberté? Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc il y a il y a beaucoup de pression. Oui. Et, on peut imaginer, oui. Mais il y a aussi une grande liberté. Le seule contrainte que je peux avoir, c'est contrainte de temps pour créer des parfums, j'allais dire des parfums classiques, sauf pour les parfums de la collection, où là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ma récréation, donc j'ai aucune contrainte, même pas de temps. Donc, et le temps est précieux. Et le temps est précieux, c'est-à-dire que quand je pense qu'il y a quelque chose qui est pas trop mal, j'ai toujours des difficultés à finir un parfum. Je ne sais jamais quand un parfum est fini. Et j'ai toujours tendance à vouloir aller plus loin, parfois trop loin, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme dans une cible, vous approchez, mais au bout d'un moment, vous n'arrivez plus au milieu, vous tournez autour. Mais heureusement, j'ai des gens autour de moi qui savent faire, notamment l'équipe marketing qui est plutôt très performante, des jeunes en plus, donc ils me poussent, et qui sont adorables parce qu'ils m'aident beaucoup pour finir. Et vous aimez bien discuter avec eux parce qu'on pourrait croire que souvent, de l'extérieur, le marketing est là pour bloquer certains projets, pour empêcher la créativité ou l'interpréter totalement différemment de ce qu'on a imaginé. Et vous, au contraire, vous aimez un peu ce défi, ces discussions avec eux. Et vous êtes très près d'eux, en fait, l'échange est très fréquent. Oui, déjà, ils sont à l'étage en dessous du laboratoire parisien. Donc on se voit très souvent et tout. Puis, ça fait partie, moi je considère que le parfum, c'est le partage. Donc, un projet, on est tous sur le projet. C'est aussi important pour eux que pour moi, que pour la maison, que pour moi. Donc on travaille tous dans la même direction. Et donc on échange très souvent. Donc ils donnent leur avis. Parfois c'est maladroit parce que je ne leur demande pas de donner des informations, de me dire il faut faire plus boisé, moins boisé, ou plus fleuri et tout, parce que ça ils n'ont pas la culture pour ça. Ceci dit, petit à petit, ils deviennent quand même assez performants, mais juste qu'ils puissent en parler des différents projets, différents essais sur les projets. Ils en parlent avec leurs mots et tout. Après, c'est à moi à traduire leur volonté. Parfois, c'est pas dans la bonne direction, mais vous savez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Donc, il faut être ouvert. Oui, il faut avoir cette ouverture. Ah oui. Et puis, je vous disais tout à l'heure que c'était le doute qui nous faisait avancer, mais c'est ça. J'aimerais que vous nous expliquiez aussi, pour mieux comprendre certains parfums que vous avez, et là les mots sont délicats, revisités, certains réinterprétés, et carrément d'autres qui sont de nouveaux parfums, mais parfois avec le même nom ou une concentration différente, mais qui est plus qu'un changement de concentration. Et ça, je trouve ça assez fascinant, parce que maintenant, il peut y avoir différentes variations, et vous avez revisité, pour employer ce mot, par exemple, Miss Dior eau de parfum, ou Eau Sauvage eau de parfum aussi, qui a changé bien des choses. Alors, chacun a un peu une approche différente, enfin, pour chaque parfum.
Miss Dior, c'était un défi. D'ailleurs, c'était un des plus difficiles, en tout cas pour moi, parce que moi, j'adore. Alors, chacun, bien évidemment, les parfumeurs y compris, ont des goûts et des préférences. Donc, moi, j'adore la famille des Chypres, même si c'est un peu moins d'actualité en ce moment. Et donc, on travaille dans un cadre donné, c'est-à-dire il fallait rester dans la même famille, mais quand même aller un petit peu plus loin et, je veux dire, faire actualiser. Actualiser, c'est-à-dire que maintenant, parce que les goûts évoluent, il y a des notes typiques du Chypre, comme la mousse, par exemple, la mousse de chêne, par exemple, qui passent plus ou qui passent beaucoup moins bien. Donc il fallait un petit peu faire évoluer ça. Et puis après, chaque fois que vous faites évoluer une partie, en tout cas pour un Chypre, mais c'est vrai aussi pour d'autres familles de parfums, vous déséquilibrez. Donc il faut tout revoir. Donc c'est un exercice, c'est un petit peu comme un funambule, quoi. On est sur un fil, parfois on se plante. D'ailleurs, la première modification que j'avais faite, je m'étais planté. Et, parce qu'on ne réussit pas chaque fois, hein, hélas. Et donc, c'est un drive peut-être plus difficile, plus délicat, parce que vous êtes cerné par un cadre. Et après, bon, on peut trouver des échappatoires dans la composition et les biais, et ça nécessite beaucoup d'essais, ça. Est-ce que Au Sauvage représentait également un défi? Au Sauvage, j'étais un petit peu plus libre dans la mesure où c'est Au Sauvage parfum. Oui. Donc la référence avec l'Eau Sauvage était un peu moins évidente. L'Eau Sauvage, c'était une composition remarquable et qui paraît très simple et qui est en fait extrêmement sophistiquée. Et la moitié du parfum, c'est de la bergamote. Donc c'était plus facile au niveau technique d'aller un petit peu plus loin parce que le côté bergamote pour le parfum, je l'ai diminué parce que la bergamote est plutôt une note fraîche, donc qui s'évapore relativement vite. Donc je l'ai réduite et j'ai rempli le reste avec d'autres éléments. Ça, c'était plus facile et enfin, ça coulait mieux, quoi. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un parfum est réussi? Qui fait que vous en êtes heureux? Je suis un peu un éternel insatisfait, alors donc c'est dur, mais en même temps, moi j'aime beaucoup la peinture et je lisais un de mes peintres préférés, c'est Pierre Bonnard, et je lisais que la nuit, quand il était exposé dans des galeries, il retournait la nuit avec des pinceaux dans sa poche pour changer une courbe. Donc ça m'a beaucoup plu, ça. Vous aimeriez bien pouvoir le faire avec le parfum? J'aimerais bien pouvoir le faire, oui. Vous m'avez même confié que vous aviez parfois de la difficulté à terminer un parfum. Et heureusement qu'il y a des gens autour de vous qui disent c'est terminé, c'est parfait. Enfin, parfait, c'est bon. Et vous ne dites jamais que c'est parfait dans votre équipe, non? Non. Ils attendent de voir les ventes par la suite, oui. Oui, c'est parfait. Mais même quand ce sont des succès, on ne dit jamais que c'est parfait. Hein. Sauvage a été un parfum important pour vous, ce parfum pour hommes. Oui, Sauvage était plutôt sympathique, hein, parce que d'abord je connaissais le nom dès le début. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, très rarement le cas. Et ce qui aide beaucoup un créateur, c'est d'avoir tous les éléments, j'allais dire, de l'ensemble pour rester, pour créer quelque chose qui paraît le plus homogène possible.
Et Sauvage, c'était un nom quand même très inspirant. Et j'avais plusieurs essais. Pour chaque projet, je propose plusieurs essais parce qu'on n'est jamais sûr avec une seule direction. Et un de mes essais, je l'avais appelé Wild Wild West. Le nom de mes essais, parce que j'en réalise quand même quelques-uns, et au bout d'un moment, pour pouvoir m'y reconnaître, il faut voir ma table, hein, ce qui me sert de bureau, elle est remplie de flacons. Pour pouvoir m'y reconnaître, j'ai toujours des noms qui représentent un moyen mémotechnique pour me souvenir de la note. Et je l'avais appelé comme ça parce que je trouvais que ça correspondait bien au parfum, enfin au liquide. Et c'était bien avant que Jean-Baptiste tourne son clip, donc quelque part il y avait quand même une homogénéité, je veux dire, dans le produit. Et puis il y avait deux propositions. Ces propositions ont été testées, comme c'est souvent le cas, des tests consommateurs, hein. Et malheureusement, enfin ou heureusement, les deux sont arrivés avec d'excellents résultats. Donc il a fallu choisir. Donc le choix est toujours un renoncement. Est-ce que c'est parfois difficile parce que dans le parfum, il y a l'idée de la séduction, l'idée de plaire, mais en tant que créateur de parfum, on sait qu'un acteur veut plaire ou qu'un chanteur veut séduire son auditoire. Est-ce qu'il faut éviter cette forme de pensée chez le parfumeur, chez le créateur de parfum? C'est-à-dire de tomber parce qu'on sait qu'il peut y avoir une formule facile pour séduire, mais le parfum n'aura pas de pérennité nécessairement. Oui, et puis si plaire, faire un produit, faire un parfum qui passe extrêmement bien les tests, c'est pas très compliqué. Mais sauf que vous êtes toujours un temps en retard, quoi. C'est-à-dire que pour aller au-delà et faire un parfum, puisqu'on travaille un parfum 2 ans à l'avance, hein, à peu près, donc pour aller au-delà et espérer une certaine pérennité du produit, il faut pouvoir, j'allais dire, être capable de changer ces paradigmes de pensée, et tout en ayant tout en sachant pouvoir utiliser le même système de pensée s'il est approprié à la création. Mais au bout d'un moment, si on arrive dans une impasse, il ne faut pas hésiter de rechanger. Donc c'est un petit peu ça la difficulté, la gymnastique mentale nécessaire, quoi. Le magazine L'Express dit de vous, et vous me direz s'ils ont raison, ces parfums sont tout à la fois abstraits et incarnés. Loin du parterre de fleurs, ils se veulent instantanément lisibles, avec un accord qui harponne les sens et fait réagir par réflexe. À la mélodie des odeurs qui arrivent une à une et s'estompent, ils préfèrent les harmoniques où tout résonne au même instant. Un autre horizon qui densifie la dynamique du parfum, chaque élément influent sur l'autre, au gré parfois de chassés-croisés et de jeux de masques. Très beau compliment d'ailleurs. Ah oui, c'est bien écrit. Je ne suis pas tellement pour intellectualiser le parfum. Donc vous prenez le compliment. Oui. Mais pour moi, le parfum est une émotion, donc une émotion, c'est difficile à intellectualiser. Mais est-ce que vous aimez qu'on le comprenne dès le départ, qu'on le découvre, qu'on a déjà une idée de ce qui va être? Parce qu'il parle de messages lisibles, mais qui évoluent naturellement. Oui, mais vous savez, enfin, une œuvre, quelle qu'elle soit, elle est valable par ce qu'interprète le récepteur, hein. Donc, il reçoit, il ressent un petit peu ce qu'il veut. Pour ça que je raconte pas beaucoup d'histoires sur les parfums. Je raconte le parfum peut-être, mais pas d'histoire, bien que la plupart des parfums ont
ont une histoire. Que l'on parle de muse, que l'on parle, je parlais tout à l'heure, que l'on parle de sensations ou de souvenirs, il y a toujours quand même une idée à la base, quoi, hein. Et vous m'avez on dit, fait une structure. Hein. Même souvent des histoires de femmes, c'est-à-dire Oui, une passion pour les femmes. Oui, parce que je veux dire, ce sont des modèles éternels, quoi. Vous nous avez beaucoup parlé de l'importance des matières et ces matières remarquables auxquelles vous avez accès. Et on va regarder un petit film qui permet de découvrir La Rose de mai, qui est très important, qu'on appelle aussi Rose Centifolia. Et on en parlera tout de suite après, mais ça nous permet de découvrir les merveilleux chants de Dior dans la région de Grasse. D'abord, la rose, c'est la reine des fleurs. Et l'immense avantage qu'elle a, c'est qu'elle a toujours été vue avec bienveillance. Tous les métiers autour de la parfumerie sont des métiers qui demandent un certain savoir-faire. Et ce savoir-faire, on ne veut pas le voir se diluer. C'est vrai que Carole a su reprendre l'affaire familiale, alors que ce n'était pas destiné à ça au début. Donc elle a eu comme une vocation, et c'est ce qui nous a vraiment séduit, cette authenticité, cette foi, quoi. Alors Armelle, c'est un autre parcours, mais criant de spontanéité, quoi. Parce que elle a eu une autre vie et elle a voulu revenir à la terre. C'était vraiment une démarche volontaire, donc prête à faire des sacrifices. Et on voit le résultat, donc elle a une plantation qui est magnifique. Et là aussi, toujours cette authenticité nous a séduits, et donc on tient absolument à l'accompagner, à lui assurer le débouché de ses fleurs. La parfumerie, c'est de la cuisine. Et de la cuisine, c'est plus facile de la faire avec des bons ingrédients. À la parfumerie, c'est la même chose. Et quand on parlait d'histoire de femmes, c'est formidable de voir que ce sont deux jeunes femmes qui cultivent et qui ont ces champs de fleurs. Oui, mais on en a maintenant, il y a quatre jeunes femmes et 2 hommes, puisqu'on a amplifié ça. Et ce serait bien d'expliquer justement cette association. Dior Parfum encourage justement et fait renaître d'une certaine façon cette région de Grasse. Oui, c'est-à-dire que ce sont des cultures, principalement la rose de Grasse et le jasmin de Grasse, sont des cultures qui périclitaient pour 2 raisons principales. La première, c'est que ce sont des produits qui sont extrêmement chers à produire. Et la deuxième, c'est la pression immobilière très importante. Et la plupart des terrains agricoles étaient transformés en terrains constructibles, ce qui multipliait leur valeur par 20 en gros.
Donc, évidemment, les paysans et les anciennes générations de paysans préféraient partager les terrains avec leurs enfants et en les rendant constructibles, quoi. Donc maintenant, le maire de Grasse a décidé d'arrêter ça et de remettre des terrains en zone agricole, ce qui est très courageux de sa part, parce que politiquement, c'est pas très vendeur. Mais il pense à l'avenir de Grasse. Et nous, on a commencé à faire l'association avec ces producteurs, c'est-à-dire en contractualisant cette relation, c'est-à-dire qu'en gros, on leur prend toute leur récolte, on leur assure le débouché de la récolte à un prix qui est revu chaque année, le prix de la fleur qui est revu chaque année, et le prix, puisque moi je connaissais un petit peu quand même, qui leur permet de vivre de leur récolte. Donc bien évidemment, c'est un peu plus cher que ce qui est proposé par la coopérative, mais ça fait rien, quoi. Je veux dire, il faut que les gens puissent vivre de leur travail. Donc on a commencé avec Carole, après on est allé avec Armel, d'autant plus qu'Armel avait ses champs juste en face de la Colle Noire. Donc il y avait en plus un attrait, mais on a continué avec une autre jeune femme qui a un peu les mêmes parcours, qui était dans la finance et qui est revenue dans la culture de fleurs à parfum sans rien y connaître, et qui a racheté un domaine d'oranger amer, où donc on lui achète la fleur d'oranger. Il y en a une quatrième qui s'appelle Émilie Carlot, qui a repris une partie des champs, oui, pas tout le champ, une partie des champs de la sœur de Christian Dior. Et puis il y a deux hommes qui cultivent un terrain qui est loué par la mairie de Montauroux, juste à côté de la Colle Noire, pour refaire de la rose principalement, puisque dans ce coin-là, c'est principalement de la rose, étant donné que le jasmin risque de geler, puisque, alors du temps de M. Dehors, ce n'était pas le cas, mais le climat a changé, non pas par changement climatique, réchauffement climatique dont on parle maintenant, mais tout simplement parce qu'il y a eu un barrage artificiel et qui a amené beaucoup d'humidité dans ce coin-là. Et l'humidité plus le froid, ça amène le gel. Donc c'est pas bon pour le jasmin. En tout cas, c'est une formidable histoire et bravo de l'initiative de cette maison de faire revivre une tradition importante aussi. Oui, mais je pense que c'est le devoir de vraies maisons de parfum. Chanel le fait et Dior le fait aussi. C'est notre devoir de le faire parce que c'est à la fois conserver un savoir-faire et assurer une qualité du produit, quoi. Une autre fleur importante, c'est le jasmin. On a aussi... La fleur. Oui, la fleur. Est-ce que vous nous dites pourquoi elle est si importante avant ou on regarde le film? Non, vas-y. Alors la fleur, pourquoi vous dites la fleur? Parce qu'à Grasse, quand on parle de la fleur, c'est pas la rose, c'est le jasmin. Et le jasmin, c'est bien évidemment dans les parfums une fleur extrêmement importante, mais à Grasse aussi, parce que au contraire de la rose, la récolte se fait sur 3 mois à peu près. C'est-à-dire que
À l'époque, ça commençait le 1er août. Là, maintenant, ça commence mi-juillet, parce qu'il fait plus chaud. Là, c'est le réchauffement climatique. Donc, de juillet jusqu'à octobre, jusqu'à fin octobre. Après, il y a toujours des fleurs, mais elles donnent moins, elles sentent moins. Et comment dire, la tradition, quoi. C'est-à-dire que, alors, à l'époque, toujours, puisque maintenant, les enfants ne travaillent plus, mais à l'époque, les enfants étaient pendant les vacances scolaires, on allait cueillir un peu la fleur parce que ça nous faisait un peu d'argent de poche, quoi. Ouais. On arrive maintenant à un moment que j'attendais depuis très longtemps, parce que pour vous raconter l'anecdote, ce soir, on va avoir un privilège assez exceptionnel, parce qu'on aurait voulu l'organiser. Les astres se sont alignés d'une certaine façon, parce que je savais qu'il y avait ce nouveau parfum qui allait être lancé, mais le découvrir et en parler, même l'équipe de Dior ne voulait pas me dévoiler le nom de ce nouveau parfum. Lors de nos rencontres, on me parlait de Nova, qui était le nom de code, parce que une image était sortie, Jennifer Lawrence, qui était l'image de ce nouveau parfum. On n'avait ni le titre, on ne pouvait pas vraiment en parler. Et là, chose formidable, aujourd'hui, c'est le dévoilement mondial. Et M. Demachy est à Montréal, donc imaginez la coïncidence formidable. Et en plus, c'est que vous allez faire partie des gens qui ne sont pas journalistes, qui vont pouvoir le sentir aussi aujourd'hui. Donc, vous serez à l'affût de la plus grande tendance 2018-2019 dans la parfumerie. Donc, ce parfum qui s'appelle Joy India, et même dans le milieu, est présenté comme le plus important lancement depuis J'adore, il y a 20 ans pratiquement. Donc, un petit peu de pression sur les épaules de Monsieur Demachy, j'imagine. Oui, oui. Heureusement pas que je ne suis pas seul à avoir cette pression. Oui, oui. C'est un parfum. C'est un parfum important. Là aussi, pour ce parfum, je connaissais le nom dès le début. Alors, le nom, c'est Joy de Dior. Joy est le nom d'un parfum de Jean Patou des années 30. Un parfum qui faisait partie des classiques, donc très, très riche en absolu, très jasmin, très rose, un peu lourd. Mais c'est un parfum, vous savez, quand vous commencez la parfumerie, vous apprenez vos gammes, si j'ose dire. Et parmi les gammes, il y a les classiques, c'est-à-dire le 5, l'arpège, etc. Et il y avait Joy. Donc c'est un parfum qui, pour la plupart des parfumeurs, représente quand même un exercice de style, quoi. Et il existe toujours, il existera toujours. Hein, il y aura le Joy de Patou et le Joy de Dior, quoi. Voilà. Je pense qu'on a commencé la distribution, si je vois bien, oui. Et est-ce que c'est un parfum sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps? Quand on parle justement que vous avez de la difficulté à le terminer, j'imagine que là... Alors, le projet en lui-même avait commencé bien avant que j'arrive, hein, mais il avait été toujours retardé. Et finalement, celui-ci, précisément, ça fait 2 ans, qui est le temps à peu près classique d'une étude, quoi. Et là, quel univers vous vouliez créer avec cette Joy? Alors, donc je connaissais le nom dès le début, donc c'était interpréter la joie. Pour moi, c'était relativement difficile parce que c'est un sentiment, et interpréter un sentiment, c'est toujours très délicat puisque c'est très personnel. Donc, j'ai choisi une échappatoire en essayant d'interpréter la lumière, puisque joie et lumière sont très souvent associés. Je ne suis pas religieux, hein, mais c'est très souvent associé, notamment dans les religions. Oui, puis la lumière, c'est la vie aussi, donc oui. L'énergie positive. Et la lumière me semblait plus facile à interpréter olfactivement. En même temps, c'est à vous à me dire si ça représente quelque chose, quoi. Et voilà, donc c'est un parfum qui est pas gourmand parce que
Je voulais pas rajouter un gourmand dans la famille qui commence à être pléthorique et qui, je pense, est un peu sur la fin de tendance. Il y a une tendance en parfumerie comme il y a dans la mode, si ce n'est que le cycle est beaucoup plus lent en parfumerie. Donc je voulais éviter cet écueil-là. Et j'espère que je ne me tromperai pas. Bon, enfin, on verra. Est-ce que les réactions sont bonnes? Oui. Merci. Est-ce que Jennifer Lawrence l'a senti? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elle est venue au laboratoire et donc, vous savez que le problème en parfumerie, c'est l'échange, c'est-à-dire que c'est le langage. Donc, pour essayer de parler le même langage, je lui ai d'abord fait sentir, elle était venue accompagner, j'ai d'abord fait sentir des ingrédients, des accords pour aller plus vite, et puis certains ingrédients caractéristiques comme du jasmin, comme de la rose, etc. Et puis elle s'est un peu prise au jeu et ça l'intéressait parce qu'elle n'avait aucune idée de la manière dont un parfum pouvait être fait. Ceci dit, elle est très jeune, donc elle n'a pas une culture excessive. Des parfums. Des parfums. Oui, on le spécifie. Et petit à petit, on est arrivé à avoir un langage commun, quoi, olfactif commun. Donc, alors, je ne vais pas dire qu'elle a fait changer les choses, mais elle a donné son avis et c'était relativement pertinent, en tout cas sur un aspect. Et c'était assez sympathique puisque donc elle est venue une fois au laboratoire et puis 2 fois au laboratoire et puis au lancement, donc elle était là, enfin au pré-lancement si j'ose dire, elle était là et ça, apparemment le résultat lui a bien plu puisqu'elle a redemandé des flacons gratuits pour distribuer à ses copines, quoi. Le jus est de teinte rosée, rose. Oui. Est-ce que c'est une référence à la maison de Granville? Est-ce que c'est la boucle pas qui se referme, mais une référence à cette couleur ou... Oui, non seulement une référence à la maison de Monsieur Dior, mais c'est aussi une teinte qui est j'allais dire, agréable. Alors, c'est pas un rose, c'est plutôt une note un peu vieux rose, quoi. Mais sur la coloration, parce que c'est coloré, sur la coloration des parfums, moi je suis pas très bon client, parce que chaque fois que vous ajoutez des colorants dans un parfum, qui est un milieu quand même délicat, pour pouvoir les stabiliser, il faut rajouter des filtres UV, et chaque fois que vous rajoutez des choses, ça peut modifier l'olfaction du parfum. Donc je suis pas très partisan de ça, quoi. Quand on termine un projet important comme celui-là, à quoi rêve-t-on? Alors, la différence pour nous, parfumeurs maison, par rapport aux parfumeurs qui travaillent dans des sociétés qui livrent les parfums clés en main, c'est qu'un projet et un parfum n'est jamais fini. C'est-à-dire que moi, ça commence par les ingrédients, mais ça ne finit pas une fois que le produit est lancé. Et je suis en charge et responsable du parfum au cours de sa vie. S'il y a des qualités, s'il y a des ingrédients qui sont difficiles à obtenir ou si la qualité des ingrédients change, une de mes responsabilités, c'est d'éviter ça. Donc je suis le parfum jusqu'au bout, quoi. Donc c'est pas terminé là. Non. Mais la suite, c'est le prochain, quoi. Ouais. Je vous souhaite une très très belle suite. Merci à vous. Encore une fois d'avoir partagé ce milieu et la création. Merci beaucoup. Merci Stéphane.